Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 19 août 2022. À la une ce soir, une famille victime d'un braquage à Yaoundé soulagée après l'arrestation de ses bourreaux. Ces présumés malfrats, après torture, avaient emporté près de 40 millions de francs CFA. Ils respirent de nouveau l'air de leur terre natale. Près de 300 réfugiés vivant au Cameroun ont regagné leur pays dans le cadre de l'opération Départ volontaire. Et le train de l'autonomisation des femmes du Sahel est déjà en marche. Le budget et le plan d'action validé ce vendredi à Yaoundé par le comité de pilotage de ce projet. Voilà pour les titres. Bonsoir, une fois de plus, fin de parcours pour 10 malfrats tombés dans les filets de la police judiciaire. Parmi leurs derniers forfaits, l'éruption dans le domicile de Jean-Sylvain Vendant, un haut fonctionnaire de la République, chez qui ces hommes lourdement armés ont ligoté et torturé les membres de sa famille avant d'emporter 37 millions de francs CFA et autres objets de valeur. Reportage, Kevin Mogo, Constant Kamga et Ardon Gefak. Elle a que le compter 10 têtes pour une entrée vedette sur la scène de cette exposition policière. Devant la direction de la police judiciaire à Yaoundé, la foule est surexcitée. Elle a en face des auteurs présumés du braquage perpétré dans la nuit du 14 au 15 juin dernier au domicile de Jean-Sylvain Vendant, le directeur de la programmation des investissements publics au ministère en charge de l'économie. Après avoir repassé son corps au fer chaud, ils ont ligoté et torturé les membres de sa famille. Sur le coup, 37 millions de francs CFA, 3 fusils de chasse, un pistolet automatique et autres objets de valeur emportés. Une dizaine d'hommes, tous repris de justice, multirécidivistes, sous les ordres d'un redoutable chef de gang. Nommé Atangana, Jean-Félix, alias Atango, alias Beko Jacob, assigne des missions précises à chacun de ses membres, sous l'encadrement technique et tactique du capitaine de l'armée à la retraite, EFA Michel Julio, devenu pasteur de l'église Jean-Baptiste du Cameroun. Ici, la soutane couvre crime du pasteur, sa tenue du jour. Mais la nuit, il s'en débarrasse et entre dans le sanctuaire du diable avec ses coéquipiers. Les différentes perquisitions ont révélé un véritable arsenal avec tout type de matériel destiné à leurs opérations. De 2 véhicules automobiles, de 3 motos cyclettes, des pinces Monseigneur, de 5 fusils de chasse, de 5 pistolets automatiques et 7 chargeurs et d'autres des appareils électroniques et 220 munitions de divers calibres et les effets militaires que vous pouvez voir. Opportunément, un appel est lancé aux agents de sécurité. Se garder de diffuser aux inconnus des renseignements sur leurs employeurs. Le 11e de ce groupe, un certain Ibrahim, gendarme revoqué, reste introuvable. Un groupe bien dosé avec une approche criminellement sociale. Un malfrat handicapé dans les rangs. Et l'insécurité est l'une des raisons pour lesquelles ils ont décidé de fuir leur pays pour trouver refuge au Cameroun. Après y avoir passé plusieurs années, près de 300 réfugiés centrafricains viennent de regagner leur pays. Cahier d'un retour au pays natal avec Aimé Catherine Moukouri et Kizito Koumaï. Ils sont 299 réfugiés centrafricains qui ont décidé de regagner volontairement leur terre natale. Parmi eux, 150 du site aménagé de Gado et 149 du site de Lolo.
Leur rapatriement a été facilité par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui leur a apporté l'accompagnement nécessaire pour leur réinsertion sociale. Déjà, le fait de partir dans de bonnes conditions favorise déjà la réinsertion sociale. Ils vont recevoir une allocation monétaire lorsqu'ils arrivent en Centrafrique. Et cette allocation monétaire va leur permettre d'abord de voir venir les premiers jours une fois de retour. Nous voulons déjà signifier les efforts que le gouvernement camerounais fait pour encadrer ou bien pour apporter l'assistance aux sujets centrafricains. Pour cette année 2022, les premiers convois de rapatriement volontaire ont été lancés en juin dernier dans les sites aménagés de Gado et Lolo dans la région de l'Est. La population haute qui nous a accueillis et dans des pas de problème, pas de quoi, on est ensemble avec eux et je regagne mon pays maintenant. Et pour une réinsertion sociale, le HCR, à travers ses partenaires, notamment l'OIT, a remis du matériel informatique et des certificats aux formateurs, des formateurs en entrepreneuriat. L'OIT s'est chargé essentiellement de former un réseau de formateurs qui vont se charger de prendre en charge les réfugiés et les communautés hautes afin de pouvoir développer des entreprises, des coopératives dans un certain nombre de chaînes de valeur qui ont été identifiées par eux-mêmes. Grâce à cette action, il est prévu de rapatrier volontairement près de 2500 personnes, dont 1250 par le bureau de Batouri et de Menganga. Les présidents nationaux des syndicats du secteur santé ont trouvé refuge à Yaoundé pour la concertation multisectorielle avec les membres du gouvernement. Il en ressort un nouveau chronogramme pour apporter des solutions aux revendications du personnel de santé dans les hôpitaux publics. Karel Mezatiachoya et Constant Kamga. Le programme établi, dont la première réunion technique est annoncée pour le 26 août prochain, ambitionne traiter de fond en comble les malaises qui nuisent gravement à la santé des professionnels médico-sanitaires au Cameroun. Les présidents de syndicats du secteur et 4 membres du gouvernement, à savoir le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, son collègue de la santé publique et les ministres en charge des finances et de la fonction publique ici représentés, passent au scanner les différents axes d'intervention. Nous allons continuer à travailler dans le cadre des comités techniques avec tous qui participent à la prise de décision. Un fruit du dialogue social né de la négociation entamée samedi dernier par Grégoire Ouna et Manaouda Malachi avec ses syndicalistes. En ouvrant cette concertation multisectorielle, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale appelle à la mobilisation de tous, étant entendu que la majorité des problèmes sur la table ne pourront vraiment commencer à connaître des solutions concrètes qu'après l'adoption du budget 2023. Les éléments d'appréciation à soumettre aux décideurs devraient être disponibles. Nous n'avons plus besoin de vous prouver que le problème est vraiment pris au sérieux. Je voudrais vous dire que si vous observez qu'il y a des dysfonctionnements dans tout ce que nous avons arrêté ou qu'il y a des lenteurs, n'hésitez pas à tirer la sonnette d'alarme. On rappelle, c'est la deuxième concertation du genre ouverte pour répondre aux revendications des professionnels de la santé, à la seule différence que cette fois-ci, 4 membres du gouvernement sont impliqués. La suite des actions enclenchées par l'État, à qui ces acteurs ont donné 4 mois pour agir. Et les journalistes, eux, veulent agir dans la lutte contre la recrudescence du choléra au Cameroun. À Douala, ils sont sensibilisés sur la feuille de route de cette deuxième campagne de vaccination. Les précisions avec Lesline Poumitia et Henri Tina. Le choléra, maladie infectieuse qui affecte le système immunitaire de l'homme et peut lui ôter la vie en moins de 24 heures. D'où la campagne de vaccination organisée ce jour à Bonanjo, dans la ville de Douala. Il faut protéger le plus grand nombre de personnes. La vaccination va se dérouler dans les districts avec les aires et les quartiers les plus touchés. Il n'est pas exclu qu'un habitant d'un quartier voisin où les équipes ne sont pas concernées, ne se sont pas déployées parce qu'elles n'étant pas concernées par la vaccination, s'en va bénéficier, s'en va prendre le vaccin dans la formation sanitaire ou dans l'aire de santé voisine où se déroule la campagne.
Lors de cette conférence, les journalistes sont éduqués sur le plan d'action à suivre pour atteindre les personnes âgées de 1 an et plus. Aidez-nous à sensibiliser sur le respect des règles d'hygiène, sur le fait d'aller consulter le plus tôt dans la formation sanitaire la plus proche. Dès qu'on a les premiers symptômes, vous appelez même le 1510. Le 1510 est ouvert à tout. Le 1510 a été vulgarisé avec Covid, mais le 1510 c'est pas seulement Covid. 90% des personnes qui se rendent dans les centres de santé arrivent dans un état critique, ce qui accroît les cas de décès comptabilisés toutes les semaines dans le littoral. Dans l'actualité également, le Conseil national de la communication vient de prononcer de nouvelles sanctions contre des hommes de médias. Ceci en moins d'un mois après ses dernières décisions rendues le 29 juillet dernier. C'était au cours de sa 32e session extraordinaire ce vendredi à Yaoundé. Daniel Anissé-Boudjé et Michel Foucault. Cette nouvelle réunion du Conseil national de la communication intervient suite au non-respect par certains hommes de médias des sanctions écopées le 29 juillet dernier sous décision rendue par le Conseil. Il s'agit des journalistes Bruno Bidjan, Martial Oona, Mathieu Ekang et Raoul Christophe Biya de la chaîne de télévision Vision 4, suspendus de l'exercice de la profession pour des durées allant d'1 à 2 mois. Suite au constat de la non-observation de ces sanctions, le CNC réuni en sa 32e session extraordinaire ce 19 août décide de les alourdir. Le Conseil a décidé de suspendre pour une durée de 2 mois M. Oona, Fadé Martial, Sémé Akon Mathieu, Bethan et Bidjan Bruno, journalistes en service à la chaîne de télévision Vision 4, et suspendre pour une même durée, dans les mêmes conditions, le programme dénommé Tour d'horizon. De suspendre M. Mbianama, journaliste en service à Vision 4, pour une durée de 3 mois. Dans la même veine, l'institution dirigée par Georges Bankin Kalaboupse a décidé de fermer pour une durée de 3 mois la station de radiodiffusion dénommée RIS Radio, émettant à Yaoundé. Son promoteur Sismondi Barlev Bidioka est quant à lui suspendu pour 4 mois de l'exercice du métier de journaliste, suite au non-respect des décisions du CNC, lui reprochant la diffusion sur les ondes de propos se rapportant à une scène obscène, portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs. Le président du Conseil national de la communication mentionne que les autorités administratives compétentes ont d'ores et déjà été saisies pour corriger les hommes des médias qui tenteraient de défier une fois de plus l'autorité de l'institution. Ils deviennent irresponsables, un danger à la société. Et une autorité dans les locaux du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Enobot Agboro, secrétaire exécutif de la Commission africaine de l'énergie nucléaire, a été reçu en audience par Madeleine Tchente ce jour à Yaoundé. Au centre des échanges, la coopération entre les deux institutions dans le domaine de la recherche agricole, médicale, entre autres. Une première visite de travail qui semble annoncer des lendemains meilleurs, selon l'invité de la représentante du gouvernement. Je vous propose de l'écouter au micro de Karel Meza-Tchatchouya et Serge Alain Ziebou. C'était très important de venir ici parce que cet ministère, c'est le point de contact principal entre le Cameroun et la Commission africaine de l'énergie nucléaire. Toute la coopération que la Commission africaine de l'énergie nucléaire va avoir avec le Cameroun va passer à travers de cet ministère. Alors c'était très important que je rencontre avec son Excellence Madame le Ministre pour commencer les discussions, comment on va aller devant. Augmenter la productivité, les revenus et repousser le mariage et les grossesses jusqu'à l'âge adulte chez les filles du Sahel sont quelques résultats attendus du projet de leur autonomisation et dividende démographique au Cameroun. Le comité de pilotage a tenu sa première session ordinaire ce jour à Yaoundé. Il était davantage question de valider le plan d'action et le budget. Delphine Fonkoutene et Raoul Ngofo. 27 milliards de francs CFA pour autonomiser les femmes de la Damawa, du nord et de l'extrême nord Cameroun. 18 mois pour sauver de la déscolarisation,
Des mariages et grossesses précoces, 703,174 adolescentes âgées de 10 à 24 ans. Les premières actions seront posées dès ce début d'année scolaire. À l'entame de la rentrée, il est question que nous puissions appuyer les jeunes filles au niveau des établissements scolaires en termes de bourses, en termes de kits scolaires aussi. Il en est de même au niveau de la santé. Il est question que nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Il est aussi question qu'on mette en œuvre toute une stratégie de communication parce que comme vous le savez très bien, c'est un projet qui est fortement axé sur les réformes. Or, ces réformes-là ne peuvent passer que si effectivement les barrières traditionnelles religieuses sont brisées. Pour ce faire, il est donc question de travailler avec tous les leaders communautaires pour que le message puisse effectivement passer. Pour sa première session ordinaire, ce 19 août à l'hôtel Montfébé à Yaoundé, le comité de pilotage du projet d'autonomisation des femmes du Sahel et dividendes démographiques, volet Cameroun, pose son cachet sur le plan budgétaire, de travail et de passation de marché sur la période juillet 2022-décembre 2023. À terme, il est question d'améliorer les pratiques en santé sexuelle, augmenter l'engagement des femmes dans les activités génératrices de revenus, et accroître le pouvoir de négociation des filles. Son pouvoir de négociation, elle le développe sur la route. Huguette, mariée et mère de 8 enfants, exerce la profession de conductrice de mototaxi depuis 14 ans. Au carrefour Messassi à Yaoundé, elle s'impose dans ce domaine a priori réservé aux hommes. Un tour à moto sur les hauteurs d'un condom. À bord, Delphine Fokoutene et Raoul Ngofo. Au cœur de la dizaine de mototaxis stationnés cet après-midi, ici au carrefour Messassi à Yaoundé, une mototaxi woman. Le maître est démis pour environ 80 kg, 31 ans. Sa tenue de combat, tennis, pantalon jean, blouson, chapeau, rien ne la distingue de ses collègues. La récé, comme on l'appelle vulgairement ici, force l'admiration. Si d'autres femmes aussi comme elle pouvaient faire la même chose, ça allait être bien. Que lorsque tu négliges, elle te prend le bâchement comme ça, toi tu vois que mais une femme me prend le bâchement. Est-ce qu'elle est là pour te gérer? De ce carrefour pour les différentes ruelles du quartier Koloban, cette titulaire de permis A à guiche de par son audace. Je suis restée de l'autre côté de la route et j'ai regardé. Je me disais que c'était un homme mais qui ressemblait à une femme. Mais quand j'approche, je me suis dit non. Automatiquement, je vais prendre, même si elle me propose combien. Et je vais dire que je suis plutôt satisfaite. Avant de partir de la maison aux aurores, 6 heures par là, cette mère de 8 enfants reçoit un baiser en guise de bénédiction de son époux, un amoureux de la première heure. C'est un privilège pour moi et c'est aussi une grâce de Dieu d'avoir épousé une femme comme elle, une femme qui m'aime bien. Il m'a connu, ne savait pas qu'elle faisait sur la moto. Il a fait le choix. Il doit assumer. De retour à la maison aux environs de 18h, la chaleur de ses enfants et petits-enfants l'accueille. Alphonsine Clarisse, sous la casquette de maman, fait le bonheur des siens. Un bras séculé pour le ménage. Je pense que sans elle, je ne serais même rien, n'est-ce pas? Puisque avec sa contribution, parfois il m'arrive de ne pas avoir de travail. Je suis à la maison. Elle me vient en aide peut-être même à 60%. Bien qu'elle gagne plus que moi, ça ne monte pas dans sa tête. C'est à ça, dans son village natal, qu'elle a commencé à maîtriser le guidon d'une moto. Et déjà 14 ans qu'elle exerce cette profession dont elle n'a jamais rêvé. Mon grand frère est venu prêter de l'argent chez moi. Il a acheté une moto, une petite moto. Au lieu de me rembourser, il n'a pas eu l'argent. J'ai pris la moto. Un beau matin, je me suis levée, j'ai dit qu'il va conduire la moto. Une femme moto-taxi woman. Ça suscite des faveurs, bien que curieux. Là où on paye 500, on me donne 1000 francs pour m'encourager. Et quand on a le privilège de se laisser conduire par une femme, traverser des ponts, arpenter des pistes, mieux, parcourir des zones parfois pas très praticables, à un moment on peut brandir 2 doigts en l'air, en guise d'assurance.
Un geste qui mériterait bien d'être immortalisé par une belle photographie. Ils ont pris la pause, mais un seul clic n'a pas suffi pour capturer les faiblesses du métier de photographe ce jour à Douala, à l'occasion de la Journée mondiale de la photographie. On voit cela avec Titi Freeman et Henri Tina. Autour de ce daguerréotype, cette vingtaine de photographes indépendants fait le diagnostic de la photographie au Cameroun. Les signes cliniques sont les mêmes en réalité, c'est-à-dire la braderie des œuvres d'art, la concurrence déloyale, le parasitisme, le manque de professionnalisme de certains parmi nous, et la condescendance que la société a envers nous les photographes, et aussi l'arrivée des supports numériques, smartphones, téléphones portables et tout le reste. De sombres clichés qui peignent en noir le métier des chasseurs d'images au pays de Michel Kameni. Un art qui depuis des lustres immortalise l'histoire en images. Imaginez une cérémonie où le gouverneur est là et on regarde, il n'y a pas de photographe. Voyez-vous, c'est assez compliqué. On souhaite que l'État nous accompagne. Eux-mêmes, ils sont en train de voir. Quand il y a une cérémonie officielle, vous voyez bien que tous ceux qui sont partie prenante, les photographes, ils sont bousculés, ils ne peuvent pas faire les images. En concertation à Douala, ce 19 août, Journée mondiale de la photographie, ces professionnels de la pellicule discutent sur la thérapie à mettre en œuvre pour éclaircir l'image de la profession. En fait, la photographie devrait se faire après le bac pour qu'au sortir de ceci, nous ayons un code d'éthique de la réalisation de la profession, un répertoire national de la photographie, aussi trouver assez d'ingrédients pour que renaisse la photographie au Cameroun. Nous travaillons aujourd'hui, mais nous déportons tout ceci à une autre grande rencontre que nous appelons la messe de la photographie. Ceci parce qu'une image vaut 1000 mots. Et renforcer le sentiment patriotique et l'intérêt général, c'est l'objectif principal de la formation de 100 jeunes issus des 4 départements du Nord. Les modules, le suivisme, l'éducation à la citoyenneté, le réarmement moral, la santé de reproduction et l'entraînement militaire ont constitué, entre autres, le contenu de cette formation. La cérémonie de remise de ces parchemins s'est tenue à la base aérienne 301 de Garoua. Reportage Eringele et Aïssa Toubouba. Les 100 appelés du service civique de la région du Nord ont un mode internat suivi une formation de 30 jours sur le civisme, l'éducation à la citoyenneté, le sport, la culture, le secourisme, la participation au développement local ou encore le bilinguisme, le tout accompagné d'un entraînement militaire. Le but principal de cette formation était de renforcer chez les jeunes de 17 à 21 ans retenus le sentiment patriotique, le sentiment de l'intérêt général. On nous a appris le respect des emblèmes nationaux, des chants patriotiques. On nous a appris la discipline, la rigueur et beaucoup plus l'amour du travail bien fait. On était fiers sur tout ce que nous faisions. 34 filles et 66 jeunes garçons qui sont désormais invités à être des ambassadeurs du service civique une fois dans leur communauté. C'est le centre d'instruction de la base aérienne 301 de Garoua qui a servi de cadre à cette formation. Tout ce qu'ils ont reçu ici, nous voulons que, rentrés dans leur milieu de fréquentation, ils soient constitués comme des pères éducateurs pour les autres jeunes qui n'ont pas pu bénéficier de la formation. Comme nous le disions tantôt, ils sont 100. Si chaque appelé arrivait à sensibiliser 100 autres, nous aurons un millier de jeunes qui seraient touchés. La pluie qui s'est abattue lors de cette cérémonie de remise de parchemin n'a pas été un obstacle pour ces jeunes appelés qui ont exprimé de manière particulière leur fierté d'être comptés dans l'échantillon qui va propager des valeurs patriotiques et d'intérêt général au sein de la jeunesse camerounaise. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi prochain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.